Africains du Nord ont toujours été des hommes et des lions. Ils n'ont jamais été des chacals. Le Maroc ne répondra pas à une traîtrise par une félonie. Figuig, voilà donc un nouveau mot, un nouveau nom à ajouter au lexique du drame international. Car, n'en doutant pas, la polémique passionnée autour de Figuig va se poursuivre. Aux accusations du roi Hassan II, qui accuse les Algériens d'avoir violé eux-mêmes le cessez-le-feu en attaquant à Figuig, le président Ben Bella, dans une autre conférence, a déjà répondu, le 1er novembre exactement, en disant « Il y a plus d'une semaine que nous étions à Figuig ». Eh bien là, pour une fois, Saint-Colonne va verser une pièce, sans prendre parti, va verser une pièce à ce dossier de Figuig dont on n'a pas fini d'entendre parler. Pourquoi? Pour une raison très simple. M. Ben Bella a dit « Il y a plus d'une semaine que nous sommes à Figuig ». C'était le 1er novembre. En faisant un calcul, on arrive donc à la date du vendredi 25 octobre. Or, le samedi 26 octobre, nos reporters, Pierre Koralnik et Pierre Mignot, eux aussi, se trouvaient à Figuig. À quelle époque exactement êtes-vous arrivé, Pierre Mignot? Eh bien, nous sommes arrivés à Figuig dans la matinée du samedi 26 octobre. Nous étions transportés par l'armée marocaine. J'ai été reçu par l'officier marocain commandant la place. Je l'ai interviewé dans cette sorte de no man's land longue d'à peu près 2,5 km qui séparait à l'époque les positions marocaines des positions algériennes. Nous étions à proximité du barrage de barbelés implanté par l'armée française. Certes, à l'œil nu, on pouvait voir sur la piste menant à Colombéchar circuler les véhicules militaires algériens. À la jumelle, on pouvait voir sur la colline qui est au-delà de Beni Ounif ce que les officiers marocains m'ont assuré être des pièces d'artillerie, d'ailleurs très soigneusement enterrées et camouflées. Mais enfin, une chose est certaine, lorsque nous avons quitté Figuig dans la soirée de ce samedi 26 octobre, l'armée marocaine tenait et défendait Figuig. Le lendemain, vous étiez où? Le lendemain, nous étions à Bouarfa, où d'ailleurs nous avions passé la nuit. Bouarfa, c'est à quelques 120 km à l'ouest de Figuig. Cela constituait en quelque sorte la base opérationnelle. Par le terrain d'aviation de Bouarfa devait arriver ravitaillement, munitions, éventuellement renforts. J'étais quelque peu rivé au téléphone parce que je tentais de joindre Rabat, de joindre Marrakech, et j'ai été amené à recevoir plusieurs appels qui étaient en fait destinés aux forces armées. Parmi ces appels, 2 au moins provenaient de Figuig. J'ai appelé un officier marocain, j'ai assisté à la conversation. Eh bien, il s'agissait de communication de service et à aucun moment de l'appel d'une garnison signalant qu'elle était attaquée et a fortiori réclamant des renforts. Autrement dit, il en ressort que le dimanche 27, c'est-à-dire plus de 48 heures après la date indiquée par M. Ben Bella, il n'y avait pas d'Algériens à Figuig. Très certainement. Eh bien, voilà un témoignage que nous versons au dossier. Nous allons maintenant le verser en images. Volons vers Figuig. Oui, au petit matin de ce samedi 26 octobre, nous avons volé en direction de Figuig. Figuig, 4 à 5 000 habitants, 15 000 avec les hameaux d'alentour. Figuig que, selon un tracé frontalier sur lequel au moins toutes les cartes sont d'accord, l'Algérie entoure sur 3 côtés. Alors c'est là le point limite où nous puissions avancer. Oui, pour le moment. Si on essayait d'avancer plus loin, qu'est-ce qui arriverait? Eh ben, on risque de recevoir évidemment des... C'est-à-dire on risque de nous taper dessus. Ils nous tapent dessus les Algériens. À quelle distance sont-ils à peu près là? Ils sont à 600 mètres. Et les troupes marocaines sont de l'autre côté? Sont bien loin, ils sont à 2 km d'ici. En somme, nous sommes dans le no man's land. Eh bien, ce n'est pas un no man's land, mais tout simplement nous évitons qu'il y ait évidemment des incidents. En somme, à Figuig, il y a cette petite garnison qui n'a pas été alimentée depuis le début des incidents. Eh bien, bien après les incidents, qu'une garnison s'est implantée ici et qui n'a jamais été renforcée. Il y a des volontaires aussi. Nous en avons beaucoup, heureusement. Combien environ? Eh bien, pour le moment, nous avons à peu près 500, disons.
hein, arrondi, chiffre arrondi. Chez ces volontaires, le nationalisme se mêle à un goût atavique de la guérilla. Ils s'excitent mutuellement et rivalisent d'imagination. Vive Figuig, vive Hassan II. Tu n'as pas honte, Ben Bella, âme de fourbe, que le feu de la forge te brûle les entrailles. Parmi eux, un certain nombre vivaient en terre algérienne. Le gouvernement d'Alger les a expulsés. Je suis étudiant. Vous vous êtes présenté comme volontaire pour assurer la défense de la frontière? Oui, Pourquoi? parce que nous sommes privés de nos propriétés, parce que depuis les Phéniciens, cette terre nous appartenait. Et que la France aussi, le colonialisme français, nous a privés de cette terre. Et puis nous avons attendu l'indépendance de l'Algérie pour que nous puissions entrer dans cette terre. Pour vous, les Algériens, Oui. c'est l'ennemi ou c'est une population frère? Non, encore avant, c'est des frères. Et pour cette fois-ci, ils sont plus que les ennemis. Ça a été une surprise? Oui, ça a été une surprise. Parce que nous ne croyons pas, qu'on arrive dans cette agression. Et qui rendez-vous responsable? Le peuple algérien tout entier ou ses gouvernements? Les dirigeants, les responsables. Nos frères algériens, c'est pas eux qui sont les responsables, c'est les dirigeants qui sont les responsables de l'agression. Vous ne pensez pas que les Algériens pensent un peu la même chose du Maroc? Il y a des bons et des mauvais partout. J'étais en Algérie, j'étais à Colombichard, j'ai fait tout le service du barrage en Algérie. Je suis toujours vrai Marocain. Pendant tout le temps que vous êtes resté en Algérie, vous vous sentiez sur une terre étrangère? Oui, je suis toujours en étranger chez les Algériens, malgré j'ai insisté de travailler avec eux, j'ai donné la main à avoir tout ce qu'ils ont demandé. Ensuite, ils m'ont expulsé au bout de 48 heures, 28 heures, 24 heures, à laisser derrière moi 15 millions de biens. Depuis 17 ans que vous étiez à Béchar, vous entreteniez de bonnes relations avec la population algérienne? Et oui, j'ai travaillé encore avec eux, mais j'ai donné l'argent et tout ce qu'il faut, mais quand même, je suis marocain. Ils disent que c'est un marocain. Alors vous êtes donc venu ici et vous vous êtes proposé comme volontaire? Et parfaitement, je suis venu volontairement pour défendre notre terre. Ces volontaires sont le symbole de ce que le gouvernement marocain nomme un élan d'unanimité nationale. Quelle est dans ce contexte la situation d'une opposition de droite qui jusqu'ici dénonçait la modération du roi à l'égard des problèmes frontaliers? Alal El Fassi, président de l'Istiklal, vous parle. Nous sommes à côté de Sa Majesté parce qu'elle représente pour nous le symbole de l'unité de notre pays. Et parce qu'aussi elle lutte au nom du peuple marocain pour la libération des territoires marocains qui sont attachés à l'Algérie et ou à l'autre territoire qui est attaché à autre fédération d'anciennes colonies françaises. À l'autre extrémité de l'éventail politique, où en est une opposition de gauche à qui le régime, depuis le mois de juillet, n'a pas ménagé les coups les plus durs. Monsieur Bouabid, ancien ministre, leader de l'Union nationale des forces populaires, répond. Eh bien, malheureusement, cette opposition de gauche est incapable aujourd'hui d'assumer sa responsabilité, comme on dit, nationale, puisque des centaines de ces cadres et les plus valables se trouvent aujourd'hui en prison. Pourquoi cela? Fort probablement parce qu'on veut obtenir d'eux une espèce de désaveu par rapport à un certain nombre de dirigeants de l'UNFP qui se trouvent à l'extérieur.
pour montrer qu'il y a une unanimité nationale qui est faite dans ces circonstances.